Je ne sais pas s'il faut donner le titre de conférence à ce que je vais dire. En tout cas, c'est un échange. C'est une façon pour moi de m'exprimer sur un artiste qui m'a marqué très profondément quand je suis arrivé en Vendée en 1973 et dont la présence ne m'a jamais quitté. Au point que récemment, le cercle Gaston Chessac, présidé par Henri Griffon qui est ici, et animé par Annie Chessac, la fille de l'artiste qui est là aussi, quand il s'est agi de répondre à une question qui se posait depuis un certain temps, de disposer d'une monographie de Chessac, eh bien on s'est tourné vers moi, naturellement, et après un peu d'hésitation, car ça demande beaucoup de travail, j'ai fini évidemment par accepter, et je me suis mis au travail, je dirais, fin 2018, et voilà que ce livre, qui a été édité par Mélanie Puchot aux éditions Flammarion, qui est ici, et qui nous fait l'amitié de venir, est effectivement un très beau livre. Un livre qui est à la fois, qui établit une certaine distance, parce que c'est ça l'objet d'une monographie, c'est d'établir une distance critique avec un artiste. L'œuvre de Chessac est une œuvre qui ne s'interprète pas facilement, qui ne se lit pas facilement, c'est une œuvre qui résiste, c'est une œuvre à part, c'est une œuvre autonome, mais c'est aussi une œuvre qui s'inscrit en quelque sorte contre les principaux courants de son époque, tout en y participant. Et alors, je ne résiste pas d'entrée de jeu à vous lire quelque chose, quelques textes, quelques petites citations de Chessac, que pour certains d'entre vous, en tout cas, vous connaissez bien, mais qui sont tellement, tellement représentatifs de son état d'esprit. En décembre 1938, il écrit ceci à Albert Glaise. « Je suis artiste et c'est incurable. Je suis capable de faire des choses que tout le monde ne peut pas faire. Par conséquent, il m'est difficile de faire ce que tout le monde peut faire. » Vous voyez la formule, hein, qui tourne autour d'elle-même. Un peu plus tard, vers 1945, il écrit ceci à Raymond Queneau, avec qui il vient d'entamer une correspondance. Raymond Queneau, ce personnage que vous connaissez, lié à la NRF et qui a été le grand écrivain que l'on sait, et le directeur pendant très longtemps de la collection de la Pléiade. Il dit ceci. Un jour, je me suis aperçu que ceux à qui j'envoyais mes lettres les montraient à d'autres. Ça m'a beaucoup déplu. Et je n'ai plus guère écrit que des lettres qu'on peut montrer à tout le monde. Écoutez bien, comme font les écrivains. Dans une autre lettre, en mars 1946, au même Raymond Queneau, je ne me dis pas artiste, je ne me dis pas poète, mais je me sens artiste, je me sens poète parfois. Je me sens paysan, je me sens traceur de pistes, guide. Je me sens dompteur, je me sens prêtre, je me sens voyageur, et je me sens surtout le spectateur d'une pièce où tous les hommes et tout ce qui existe sur Terre jouent un rôle, je souligne. Je me sens un soldat qui doit lutter pour la paix, je me sens tout. Quelle admirable, merveilleuse déclaration. Et puis, je voudrais maintenant vous lire un extrait d'une lettre de Chessac. Une lettre parce que, c'était d'ailleurs l'objet de mon travail essentiellement, ça a été de montrer que Chessac est non seulement un artiste magnifique, merveilleux, mais aussi un très grand écrivain. On savait qu'il écrivait des dizaines et des centaines et des milliers de lettres à des gens, des personnalités, mais aussi à des inconnus. Ce qu'on ne savait peut-être pas, ou qu'on n'avait peut-être pas complètement mesuré, c'est la richesse de cette correspondance, de sa correspondance, de ses correspondances. C'est le talent extraordinaire de l'épistolier, c'est-à-dire celui qui passe une partie de sa vie à écrire des lettres aux autres. Et là, je vous lis, pour vous donner le ton de son style, pour vous donner le ton aussi de sa manière de penser l'écriture, je vous lis un extrait d'une lettre à Raymond Queneau, toujours. Il se trouve qu'au cours de mes recherches, cette correspondance avec Raymond Queneau, qui n'est pas malheureusement publiée encore, mais qui le sera certainement un jour, est d'une très grande richesse. Et comme Raymond Queneau est aussi une figure de proue de la littérature française, je dirais que c'est très important qu'on mesure aujourd'hui, en quelque sorte, le tête-à-tête que le petit Chessac, comme aurait dit Chessac lui-même et Dubuffet, eh bien, le petit Chessac était en fait un grand écrivain et pouvait dialoguer avec les plus grands. Écoutez bien. Cette nuit, j'ai rêvé à un peintre de Paris, monsieur Alexis-Marie Malouitre, un inconnu, enfin on sait qui c'est maintenant, c'est un peintre de Montmartre. Et dans mon rêve, je voyais ses tableaux sur un manège de chevaux de bois sur la place des Vosges.
et la critique applaudissait, et le patron du manège se frottait les mains, et Malouitre souriait, et il portait une jonquille à sa boutonnière. Et puis des amis l'ont porté en triomphe jusqu'à la place de la République. Et là, les pétales de la jonquille ont été vendus aux enchères, puis les sépales, les étamines, le pistil et le pollen, puis la queue en morceaux d'un demi-centimètre. Et quand le dernier morceau fut vendu, le printemps n'était plus. Alors j'ai éclaté de rire, si fort que mon sommeil en fut un peu troublé. J'en suis encore à me demander pourquoi j'ai fait ce drôle de rêve, et si j'étais à Paris, j'irais chez un spécialiste de ces choses me faire expliquer. Il continue. Ça, on change de ton. Il fait soleil, et les cloches sonnent, et c'est dimanche, et je vais oublier mon rêve, car je les oublie tous. Il pleut, et les salades montent sans pommer. Les églantines en pleine jeunesse semblent pleinement heureuses, et guère songer à leur retour d'âge, ni à la fraîcheur des nuits. Les cloches sonnent encore et si fort et si joyeusement, que c'est à croire que Monseigneur Cazot, arrive, et Monsieur Mercier le sacristien, que les Boulonnais appellent familièrement Nénette, parce qu'il s'appelle Ernest, doit avoir chaud à sonner les cloches. Je ne l'ai jamais vu les sonner, mais je l'ai vu éteindre les cierges avec une sorte d'entonnoir emmanché pour un enterrement avant la fin de la cérémonie. Vous voyez ce style, à la fois fait de bifurcation, de surprise et d'association poétique. Ça, c'est véritablement un trait du style de Chessac, ce style qui est particulièrement, lié également à la manière dont il dessine, à la manière dont il peint, à la manière dont il s'empare des objets, toujours avec à la fois cette légèreté, cet humour et cette délicatesse. Et puis alors, je ne résiste pas non plus, tout à l'heure en fouillant et en classant mes papiers pour venir ici, je suis tombé sur un autre extrait d'une lettre. Ce matin, je pensais qu'au Panthéon, j'avais regardé plusieurs fois d'en bas les peintures qui ornent la partie inférieure du dôme, et qu'un jour, par d'interminables escaliers, j'étais allé voir de près pour bien d'autres choses, et c'est ainsi, on est en bas d'abord, et puis on monte une côte où on s'attarde parfois à un endroit pour une cause ou pour une autre. En montant ma côte, je me suis arrêté aux fleurs, et je rêvais de dessiner des jardins. Aujourd'hui, les fleurs et le jardin m'intéressent très peu, j'en suis à autre chose. Il me faut voir autre chose, des choses nouvelles, même les merveilles de nos devanciers, il parle des artistes, ne me suffisent pas. Il me faut du nouveau. Mon isolement est grand, et de ne point voir les tableaux des nouveaux peintres m'est une souffrance. Je suis un artiste, et je n'arrive pas à être autre chose. Voyez comme le ton employé par Chessac est à la fois émouvant, sincère et puissant. Et c'est un petit peu de ça que j'aimerais parler aujourd'hui, parce que cette conviction, cette force de conviction, je l'ai éprouvée moi-même quand j'ai, en quelque sorte, pris connaissance de son œuvre, en arrivant, comme je le disais ici, en Vendée, il y a maintenant trop longtemps. Alors, derrière tout ce que je viens de dire, il y a quelque chose que Dubuffet a dit en 1955, en s'adressant à Chessac lui-même, dans sa correspondance avec l'artiste. Un ton comme celui que tu as inventé a pour effet de donner existence, comme un coup de baguette, à tout un univers prodigieux et inconnu. Voilà, Chessac, c'est un style, c'est un ton surtout. Chessac s'adresse toujours à nous. Et vous ne verrez jamais un dessin ou une peinture ou un objet, ou encore moins, vous ne lirez jamais une lettre, sans que vous en receviez en quelque sorte en tête à tête le message. Et je dirais que ça, c'est la force de Chessac. C'est cette force de conviction, ce naturel, ce caractère à la fois délicat et évidemment narquois, ironique parfois. Donc, le style, le ton pour Chessac, c'est aussi une langue, c'est aussi un langage. C'est-à-dire, c'est un langage qui est fondé à la fois sur la surprise, la bifurcation, comme je l'ai dit, l'imprévu, une sorte de flânerie vagabonde permanente. Flânerie qui est évidemment guidée par la connaissance, les connaissances de Chessac. Chessac était un grand lecteur, il était aussi quelqu'un qui avait une manie, c'était de lire une édition en 6 volumes du Larousse, qui est une chose qu'Annie a bien connue, que j'ai même vue, de mes yeux vus, et en fait,
Chessac avait une espèce de regard panoramique sur les choses, et le dictionnaire constituait justement un de ces panoramas, comme nous aurons l'occasion d'en parler. Et alors, cette question du style, cette question du ton, cette question du langage et de la langue, c'est aussi une question de graphie. Le graphisme de Chessac est un graphisme complètement singulier, qui tient à la fois, je dirais, de la broderie, de l'improvisation, qui tient il y a un certain caractère obsessionnel dans cette écriture, mais cette graphie qu'on peut observer dans ses lettres, dans la manière dont il écrit les lettres, mais qu'on peut observer aussi dans ses dessins, et y compris dans les tableaux, cette graphie, elle est très liée à cette langue dont je viens de vous donner quelques exemples pour mieux définir en quelque sorte son caractère à la fois prime-sautier, sincère, profond, mais un caractère aussi émouvant, naturellement, émotionnel, et parfois aussi, parce que Chessac vient de le dire, qui ne cache pas le caractère souffrant de ce personnage. Cette manière d'écrire des lettres, cette manière d'envoyer des lettres à tout le monde, c'est-à-dire d'avoir comme partenaire de correspondance aussi bien son voisin que l'évêque de Luçon, ou le directeur Léhara de La Roche-sur-Yon, ou des personnalités en vue, eh bien, cette manière d'écrire, c'est aussi, pour Chessac, je crois, une manière de tenir son journal. Chessac tient une chronique de sa vie, mais c'est aussi une chronique de son village, mais c'est aussi une chronique de la vie qui l'entoure. Et au fond, quand je parle de paysage autour de Chessac, Chessac a un sentiment, si vous voulez, une capacité territoriale d'évoquer tout ce qui se passe autour de lui. Et cette manière de chronique, d'établir la chronique des choses, si j'ai envie de dire, puisque à l'époque, des gens comme Queneau ou Ponge, les écrivains comme Ponge précisément, tiennent en quelque sorte aussi la chronique des choses. Mais Chessac le fait avec une capacité de proximité avec ces choses, justement, qui est très exceptionnelle. Il n'y a chez lui pas d'attitude, je dirais pas de pause. Et c'est un mot important à retenir. C'est un être très spontané, c'est un être qui a reçu comme grâce celle de pouvoir, en quelque sorte, transmettre avec énormément de naturel, j'insiste et je souligne ce mot, toutes ces émotions. Et alors, cette manière de tenir un journal s'apparente aussi à une forme de soliloque, bien entendu, c'est-à-dire à un discours solitaire, car la correspondance, l'épistolier, c'est celui qui, au fond, se parle aussi à lui-même, si vous voulez. C'est quelqu'un qui s'adresse aux autres, mais c'est quelqu'un qui s'adresse aux autres depuis, en quelque sorte, sa solitude, depuis sa position, depuis son retrait peut-être. Et le retrait de Chessac, en quelque sorte, qui a été revendiqué par lui, dans une certaine mesure, correspond bien à cette économie de la correspondance. Alors, quelques éléments biographiques pour vous camper un peu le personnage, qui est né en 1910. Moi, je vois trois grandes périodes dans sa vie. Trois grandes manières d'articuler un peu son existence. Entre 1910 et 1934, c'est un enfant, c'est un adolescent, c'est un jeune homme. Sa vie se partage entre la Bourgogne, il est né à Avallon, et le Morvan, un peu de Nivernais. Il séjournera chez sa sœur à Villers-la-Pourçon, et à la mort de sa mère, il rejoint Paris, où il rejoint un frère qui était installé à Paris. Et c'est la deuxième période, c'est 1934-1942. C'est une période à la fois charnière dans la vie de Chessac, car c'est là que Chessac va en quelque sorte faire l'expérience de la vie, faire une sorte d'expérience aussi culturelle. Chessac est un personnage extraordinairement avide de connaissances, et c'est un personnage qui enregistre tout, et qui reçoit tout, et qui digère tout, et en quelque sorte, la vie qu'il aura à Paris va décider du reste. Mais c'est aussi un personnage qui est affecté par la maladie, et il sera obligé de séjourner notamment à Clervivre en Dordogne, dans un sanatorium, ou en tout cas dans un village, pour ceux qui avaient des problèmes de cette nature. Et puis, en 1942, il est invité par les Glaize, justement par Albert Glaize et sa femme, à séjourner
dans une ville très importante pour lui et pour nous tous, pour la culture, Saint-Rémy de Provence. Saint-Rémy de Provence avec ses paysages provençaux, avec ses ruines romaines. Et là, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure quand on verra des images. L'expérience, le séjour à Saint-Rémy est très important pour Chessac, non seulement sur le plan culturel, de l'environnement culturel, mais aussi de l'environnement visuel, mais aussi parce qu'il aura, chez Albert Glaise, l'occasion de fréquenter la bibliothèque des Méjades, le nom de la propriété des Glaise, et là, certainement de s'ouvrir à énormément d'expériences dans le domaine de la connaissance visuelle. Et puis, à la fin de l'année 1942, il se marie avec une personne qu'il avait rencontrée donc à Clervives, Camille, et il l'épouse en cette fin d'année, et les voilà revenus en Vendée, à Vix, en 1943, enfin même fin décembre 42, si ma mémoire est bonne, et Chessac restera 20 ans, jusqu'en 1964, date de sa mort, en Vendée, tout d'abord Vix, bien sûr, mais ensuite, au gré des nominations de Camille, sa femme, à Boulogne, près de La Roche-sur-Yon, et ensuite à Sainte-Florence. Au fond, une géographie très concentrée, si vous voulez. La Vendée pendant 20 ans, sans jamais la quitter ou presque, par des petites escapades à Paris et à Vence chez Dubuffet. Il y a aussi, autour de Chessac, des rencontres qui ont marqué le personnage et qui ont décidé aussi de beaucoup de choses dans sa vie. La première et peut-être la plus importante à mes yeux, c'est celle d'Otto Freundlich et de Jan Kosnick-Kloss, qu'il rencontre un peu par hasard, parce que ce sont les voisins de son frère, et il les rencontre en 1937. Il se trouve que Otto Freundlich, qui est on n'aura pas l'occasion d'en parler longuement ce soir, mais c'est un artiste d'origine allemande très important, qui est peut-être plus important pour la figure morale qu'il représente dans le domaine artistique que pour son œuvre, mais c'est un personnage très essentiel, et je pense qu'en très peu de temps, peut-être en quelques semaines, il a su à la fois ouvrir Chessac à lui-même et faire comprendre qu'il disposait en lui d'une énergie qui allait faire de lui un artiste. À un moment donné, d'ailleurs dans une lettre, il dit « Un maître nous est né ». Et la part comprise Jan Kosnick-Kloss, sa femme, et Otto Freundlich dans ce qu'on pourrait appeler la formation, mais c'est un mot qu'il faut utiliser avec beaucoup de prudence. Je pense que Chessac est quand même un self-made man, si vous voulez, mais c'est son intelligence qui lui a permis d'accéder à tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a fait. N'empêche qu'il lui fallait, à un moment donné, rencontrer l'étincelle, et cette étincelle, ça s'est joué très largement dans le contact avec Otto Freundlich, Jan Kosnick-Kloss. Et puis, on viendra peut-être tout à l'heure aussi sur des détails de l'importance de cette relation. Et puis, ça a été curieusement en 1940, André Lhote. André Lhote, ce cubiste un peu académique, qui a découvert Chessac dans une exposition, Les Indépendants, de 1940, et qui a tout de suite compris l'importance de Chessac, l'originalité du personnage, la singularité un peu, nouvelle en quelque sorte de son œuvre, et qui en a parlé tout de suite à Jean Paulhan, qui en a parlé à Jean Dubuffet, et qui en a parlé à Raymond Queneau. Et en quelque sorte, ces trois personnages qui vont énormément compter dans la vie de Chessac, ces trois personnages liés à la littérature, décident de beaucoup de choses. En fait, ensuite, il faut effectivement revenir un peu sur la présence d'Albert Glaise et de sa femme Juliette Roche, qui en 1942, comme je le disais tout à l'heure, invite Chessac à séjourner chez eux au Méjade, à Saint-Rémy de Provence, et Saint-Rémy qui va aussi décider, vous le verrez tout à l'heure peut-être dans les reproductions que nous allons, dans les images que nous allons diffuser, qui vont marquer l'évolution de Chessac vers quelque chose de tout à fait neuf. L'homme est compliqué à définir. L'homme, il est très difficile d'en parler, car comme souvent avec les grands artistes, c'est pour ça qu'on a intitulé cette conférence le portrait paradoxal, les adjectifs, les mots qu'on voudrait mettre sur un portrait potentiel, possible, eh bien ces mots se retournent contre ceux qui les profèrent. Et ça n'est jamais facile
de définir qui était Chessac. C'est un personnage qui est doué d'une intelligence peu commune, qui est capable d'une chose qui est très indispensable aux artistes, c'est-à-dire à la fois voir le détail et le tout, être capable d'une vision microscopique et macroscopique, d'être capable de voir la partie rapprochée des choses comme la vision panoramique des choses. Et ça, Chessac en est tout à fait capable, et cette intelligence artistique et visuelle est aussi animée par une curiosité extraordinaire, insatiable, de tous les jours. Chessac voit tout. Chessac entend tout, mais il voit tout, il regarde tout, il s'intéresse à tout. L'homme est cependant d'une santé fragile. Il est victime d'une asthénie chronique qui va beaucoup le gêner durant sa vie, et notamment cette complexion délicate va remettre un petit peu en question, si vous voulez, son insertion sociale au plan d'une profession. Il recevra des formations diverses et variées, de cordonnier essentiellement, mais c'est quelqu'un qui ne réussira jamais vraiment à s'insérer dans une activité, disons, professionnelle, ou au sens où on l'entend aujourd'hui. En revanche, c'est quelqu'un qui saura très bien compenser cette difficulté et qui aura en quelque sorte une capacité de communication exceptionnelle, une manière, si vous voulez, d'entrer en contact avec les autres et le monde qui lui est tout à fait propre. Et alors, c'est en même temps un être qui est émerveillé, comme on l'a entendu tout à l'heure dans ces extraits que je vous ai lus, émerveillé par la nature, capable de comprendre tout de suite, en quelque sorte, comment les choses, à la fois visuellement et émotionnellement, s'articulent. Mais c'est aussi quelqu'un qui est, dans une certaine mesure, à la fois utopiste et désabusé. C'est quelqu'un qui est fasciné à la fois par les croyances et qui en même temps est incrédule et sceptique, si vous voulez. Donc, tout à l'heure, on parlait de paradoxe, on y revient encore, c'est un balancement permanent qui est très difficile, dont il est très difficile de saisir en quelque sorte l'axe majeur. Et puis, Chessac est aussi un dandy. Alors, dandy, ça paraît un peu péjoratif, mais souvenez-vous des merveilleux commentaires de Baudelaire sur le dandysme. Le dandy, il n'y a pas d'artiste sans être dandy. On n'est pas artiste, on n'est pas dandy. Et le dandy, c'est quelqu'un qui assume sa différence. Le dandy, c'est quelqu'un qui, bien sûr, montre sa différence, parfois avec courage, parfois avec humour, parfois avec ironie. Et cela se fait avec un désir de distinction, au sens, je dirais, dans les deux sens psychologiques du terme, être distingué, ne pas être inquiété, ou ne pas être, comment dire, ne pas répugner à l'élégance. Chessac avait une élégance personnelle, je ne l'ai jamais connue malheureusement, mais je l'analyse au travers de ce qu'on m'a dit, notamment Annie ou Camille, et puis au travers de ce que je vois dans les photographies, de ce que je lis aussi dans ces textes. Il y a une élégance, il y a aussi un certain rapport fétichique aux vêtements. Chessac avait des prédilections pour s'habiller. Il aimait les vestes côtelées, les pantalons, les bottes. Il avait là maintenant les mots m'échappent un peu, mais enfin, il avait tout un répertoire. Il aimait s'habiller d'une manière différente des autres. Il aimait les ceintures de flanelle rouge ou bleu. Il aimait les houppelandes. Il a eu, en fin de sa vie, il aimait se faire photographier avec une fameuse limousine, c'est-à-dire une grande cape de berger qui lui avait été offerte par un galeriste de Vence. Enfin, il y a chez Chessac une attention, vous le verrez dans les quelques reproductions que nous verrons tout à l'heure, il y a une attention aux vêtements, il y a une attention à certaines parties du corps. Les pieds, évidemment, sont très importants. Souvent, les personnages sont bottés, chapeautés. Il y a quelque chose qui a à voir vraiment avec la question, je dirais, de la façon dont le corps peut, en quelque sorte, se distinguer du reste. Alors, ce dandysme, il a été vraiment bien, en quelque sorte, mis en valeur par notamment deux grands photographes, car on dispose au sujet de Chessac d'une iconographie photographique extraordinaire, d'une très grande richesse. Notamment, il y a deux photographes, il y a Robert Doisneau et Gilles Herman, Robert Doisneau en 52 et Gilles Herman en 62, qui ont fait des portraits absolument inoubliables de Chessac et qui doivent figurer aujourd'hui dans les galeries des grands portraits d'artistes du XXe siècle. J'ai mis à côté de ce merveilleux portrait où on voit un Chessac à la fois pensif, mais qui sait bien regarder l'objectif, qui vous regarde bien,
devant ce contre-jour magnifique, comme dans un tableau, j'ai mis en face cette très célèbre gravure de Dürer, qui est une allégorie de la mélancolie. Pourquoi ai-je mis cela en regard? C'est parce que si vous observez bien, c'est la même pose. Et autant la mélancolie de Dürer, un compas à la main qui décide en quelque sorte de sa méditation sur le monde, là chez Sack, ça c'est à la finesse de Douaneau pour le doigt certainement, et peut-être à des conversations qu'il a eues avec Chessac, mais Chessac est accoudé comme la mélancolie, et il a le visage dans la paume de sa main droite, mais regardez ce qu'il tient dans sa main droite, il tient un porte-plume. Et là, on a en quelque sorte la clé de cette photographie. C'est-à-dire, c'est le Chessac à la fois écrivain, mais c'est aussi le Chessac dessinateur. C'est le porte-plume, c'est la plume du dessinateur. Il y a une notion qui est très importante à comprendre pour aborder l'œuvre de Chessac, c'est la notion de laisser pour compte. C'est une expression populaire, c'est une expression qui dit bien ce que cela veut dire. Quelque chose est laissé pour compte, c'est-à-dire quelque chose est oublié, quelque chose est laissé de côté. Mais aussi, parfois, ce sont les êtres qui sont laissés de côté. Et je pense que Chessac a eu, dans sa vie, il en parle beaucoup, c'est une expression qui revient très régulièrement sous sa plume, justement, la notion de laisser pour compte. Il est un laissé pour compte, et il s'intéresse au laissé pour compte. Et il s'intéresse à tous ceux, y compris les objets, les choses les plus humbles, qui sont laissés pour compte. On y reviendra tout à l'heure. Et quand on parle à propos de Chessac, de ces objets de rebut, ces débris, je fais attention parce que Annie n'aime pas que j'utilise un certain mot, eh bien, ces objets méprisés, ignorés, laissés pour compte, eh bien, Chessac s'en emparera avec, je dirais, la délicatesse et la profondeur qui lui est propre. Donc voilà ce que je peux dire. Il y aurait beaucoup de choses d'autres à dire, naturellement, sur un tel personnage et sur un tel artiste, mais dans tous les cas, je souhaitais faire cette petite introduction pour maintenant peut-être aborder, mais il faut que je regarde l'heure, pour voir si c'est bon, l'œuvre visuelle. Alors, je vous montre néanmoins ici deux lettres écrites par Chessac, l'une à Jeanne Kosniklos et l'autre Fröhlich en 42, pour vous montrer alors à la fois l'écriture, la petite écriture en 42 de Chessac, mais surtout le support de l'écriture. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser du papier à lettres ordinaires, évidemment Chessac, pour des raisons alors à la fois économiques et personnelles, mais aussi sans doute pour des raisons totalement philosophiques, si j'ose dire, et morales, utilise justement des morceaux de papier, des morceaux de papier laissés pour compte. Là, il réutilise une ancienne enveloppe comme support d'écriture. Et alors là, autre extravagance merveilleuse, voilà une lettre de Gaston Chessac à Anatole Jafkowski, 10 ans après. C'est une lettre, mais c'est aussi une œuvre, c'est aussi un collage, c'est aussi une œuvre à part entière. Et dans cette œuvre, vous voyez l'élégance, la manière, l'humour drôlatique, mais l'extraordinaire élégance dont je parlais tout à l'heure, de cette façon de dire les choses, alors à la fois très naturellement, sans emprunt, sans pause, mais avec la délicatesse très exceptionnelle de ce personnage. Alors on en voit le père Boniface, une publicité d'une boîte de camembert qui est associée à divers éléments de collage. Alors tout ça crée un monde, tout ça crée une sorte d'ambiance musicale, si vous voulez, et tout cela, Chessac en fait son affaire. On reviendra tout à l'heure sur le signe de la croix. Il ajoute, il utilise en quelque sorte l'effigie du père Boniface comme un rire qui s'oppose à la gravité d'une convocation pour une inspection d'académie dans la classe de Camille Chessac. Alors, voilà une œuvre extrêmement importante, datée de 1938, donc un an après la rencontre avec Fröhlich et Jeanne Kosniklos, une œuvre que vous pouvez voir ici au musée des Sables d'Olonne,
une œuvre qui est donc, en quelque sorte, à cette date, déjà un effort de synthèse de la part de Chessac pour résumer les expériences qu'il a sans doute faites auprès de ces deux artistes. Alors, ce monde est tout à fait très extraordinaire, parce que qu'est-ce que c'est? On a du mal, quand on n'est pas familier peut-être de Chessac, à comprendre ce qui se passe, mais c'est un paysage, naturellement. C'est un paysage avec des bêtes, des oiseaux et des serpents. Et c'est un paysage à la fois fantasmagorique, d'assez grande dimension pour Chessac, qui en général travaille surtout à cette date sur des petits formats. Mais ce qui me frappe dans cette œuvre, qui est, comme je le répète, une synthèse de ses recherches antérieures, c'est la délicatesse du rendu spatial. Parce que bien sûr, vous avez au premier plan des sortes d'ornements. Vous avez un conglomérat à gauche, vous avez un oiseau qui vole, vous avez un animalcule aussi qui flotte dans les airs, vous avez en haut à droite cette étrange configuration qui tient de la broderie et peut-être d'un soleil, et puis au bas, dans le bas, la partie basse, des animalcules, des cellules, tout cela avec des pattes et des regards, et tout cela se déplace avec énormément de, je dirais, là aussi de naturel, mais aussi se déplace avec beaucoup d'humour. Bien sûr, il y a un grand humour dans ce dessin, mais surtout il y a un sentiment de spatialité avec des moyens extrêmement sobres et très ramassés, qui est vraiment un élément très spectaculaire du travail de Chessac. Et ces éléments zoomorphes, ça va constituer pour Chessac, dans ces années 37-38, je dirais un vocabulaire de base. Voilà une bête de 38, un dessin à l'encre de Chine, qui appartient au musée de Saint-Étienne. Chessac, alors sous l'emprise de la découverte aussi, je dirais, dans les années 30 en France, la découverte de la préhistoire, Chessac s'adonne à ce moment-là une série de dessins dont je vais tenter de vous détailler un petit peu la structure, de dessins qui figurent en quelque sorte des monstres antédiluviens, des sortes de pachydermes qui sont constitués d'éléments en écailles intégrés dans une imbrication d'éléments cernés, de manière à créer cette forme évidemment un petit peu tératologique. C'est un animal sans tête, avec quatre pattes très fortement ancrées sur le sol, et en dépit de ce qui pourrait apparaître comme un élément de lourdeur dans ce travail, bien au contraire, là on retrouve le caractère à la fois élégant, à la fois diaphane et présent de ces animaux, de ces bêtes de 38 qui sont si magnifiques. Alors, Chessac disait souvent qu'il avait des ascendances celtiques et arabes. On en trouverait ici une preuve tout à fait certaine, si vous voulez, ascendance celtique dans le caractère ornemental, si vous voulez, de ces écailles et de ces sinuosités qui dessinent des surfaces qui s'imbriquent les unes dans les autres comme un puzzle. Mais aussi ascendance arabe, si vous revoyez, pour ceux qui connaissent un peu ce monde-là, les images mogholes, les images de la peinture, de la peinture iranienne et moghole du XVIe siècle, eh bien vous voyez ces configurations où les animaux en général ont toujours une grande importance. Alors à la fois comme des sortes d'animaux surmontés de palanquins, il y a là une espèce de grâce aussi qui vient d'ailleurs, une grâce à la fois asiatique et qui me paraît vraiment quelque chose de tout à fait spécifique à Chessac. Il se peut, bien sûr, que Chessac, au cours de ses nombreuses lectures, notamment quand il était à Paris, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a visité les musées, c'est quelqu'un qui lisait beaucoup, c'est quelqu'un qui regardait peut-être beaucoup plus qu'il ne lisait. Il se peut aussi qu'au Méjade, chez les Glaize, il avait l'occasion d'accéder à la bibliothèque des Glaize, qui était très importante, et il se peut qu'il ait vu là un certain nombre de références et qu'il ait pu ensuite les recycler. Alors nous voilà justement à Saint-Rémy de Provence.
dont je parlais tout à l'heure, comme d'un séjour extrêmement important dans la vie de Chessac. Nous sommes en 1942, et bien entendu, Chessac, est-ce que c'est sous le coup de la présence de Van Gogh dans la région, à Saint-Rémy notamment à ce moment-là? Est-ce que c'est sous le coup d'autres lectures, d'autres sources? Toujours est-il qu'il décrit sa chambre, un peu comme on avait fait justement Van Gogh auparavant, et il décrit sa chambre d'une manière très intéressante pour nous, parce que, vous voyez, au fond, le lit occupe le premier plan, mais la facture, elle aussi, comme les bêtes tout à l'heure, très ornementale, très graphique. Là, on revient tout à fait à cette question du graphisme chessackien. C'est une vision, alors à la fois d'un intérieur, scène d'intérieur, ce qui est plutôt rare chez Chessac, mais on y reviendra là aussi tout à l'heure. Une chose qui montre en quelque sorte un intérieur assez familier, c'est le lit. On ne sait pas trop ce qui se passe au fond. Est-ce que c'est un rideau qui cache une fenêtre? Sans doute. Et à gauche, au fond, Chessac, c'est un peu auto-représenté dans une décoration, comme une peinture ovale où il a représenté un élément qui lui est très familier. Et puis alors, on a à droite cette étrange présence d'un élément tubulaire avec cette partie en haut à droite qui est sans doute qui fait apparaître le mur et que j'interprète maintenant, et c'est Annie qui m'a fait beaucoup penser à ça, à peut-être un élément de tapisserie qui tomberait, si vous voulez. Et vous allez comprendre pourquoi cet élément de tapisserie pourrait être important. C'est parce que, d'un certain point de vue, on est là dans une scène d'intérieur, mais une scène d'intérieur, vous en conviendrez, qui est un petit peu ramenée au premier plan, si vous voulez. Les éléments, évidemment, de représentation qui sont sommaires, mais quand même suffisamment explicites, forment un décor un petit peu comme ce qu'on trouve auparavant chez Vuillard dans les scènes d'intérieur, c'est-à-dire une atmosphère un peu confinée, un peu oppressante, et en même temps qui respire, quelque chose qui fait que les murs sont vivants. Les murs sont vivants chez Vuillard, et chez Chessac aussi. Et les murs sont vivants parce que les murs contiennent des informations qui délivrent un sens. Vous voyez ce petit ornement qui a l'air d'un petit oiseau qui flotte là-haut à gauche, et ça ne m'étonnerait pas qu'ici, Chessac, qui s'intéressait beaucoup pour d'autres raisons, mais ce serait trop long à expliquer, au papier de tapisserie, etc., à l'époque, bon, ait voulu en quelque sorte, peut-être malgré lui, mais en tout cas, c'est comme cela que je l'interprète, une présence du mur comme quelque chose d'essentiel et de vivant. Et d'ailleurs, la muralité occupera dans l'œuvre de Chessac, petit à petit, une place très prépondérante. Et voilà une autre œuvre aussi, que je trouve extrêmement importante, nous sommes un an après, vers 1943, c'est un dessin à l'encre violette sur un buvard rose. Et alors j'accorde beaucoup d'importance à ces dessins sur les buvards, parce que c'est sans doute la première fois que, au fond, Chessac quitte un peu le champ du dessin à proprement parler, pour intégrer la question du matériau du support. Le buvard est un matériau merveilleux pour un dessinateur, puisque le buvard boit l'encre. Mais en buvant l'encre, le buvard crée d'autres phénomènes visuels et plastiques. Et notamment, il crée des bavures, il crée des ombres, il crée des choses incertaines, et il crée aussi une relation entre l'envers et l'endroit. Quand on écrit sur un buvard, si on regarde le buvard sur l'autre face, eh bien on voit l'écriture à l'envers. Et là, il y a toute une jonglerie du graphisme qui prend corps dans cette série des buvards. Et puis alors, ce qui est très important, c'est que c'est une des premières fois où Chessac se met à représenter, enfin il est vrai que je suis allé à toute vitesse, mais il représente un personnage chapeauté, justement, un personnage debout. Et Dieu sait que la thématique du personnage chez Chessac est un thème tout à fait essentiel. Mais pour moi, on entre ici dans l'œuvre de Chessac avec un rapport aux matériaux, un rapport à la vitalité, un rapport au dialogue avec le matériau qui est tout à fait essentiel pour la suite. Voilà aussi maintenant un autre thème très important dans l'œuvre de Chessac, c'est le thème du masque.
voilà devant un masque pour la danse du galvaché maudit. Un galvaché, je trouve pas le mot, mais c'est quelqu'un qui se loue pour des travaux ou dans les champs ou auprès des troupeaux dans le Nivernais ou dans le Morvan. Et Chessac fait de ce masque quelque chose d'un petit peu effrayant et quelque chose d'un petit peu sauvage, naturellement, mais la sauvagerie fait partie de ce flirt avec le primitivisme que tous les artistes ont tenté à l'époque, naturellement. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que l'imbrication ce principe d'imbrication des formes qu'on a déjà vu à l'œuvre tout à l'heure, eh bien donne ici naissance à quelque chose qui va être un des thèmes très importants dans l'œuvre de Chessac, le thème du masque, comme je le répète. Pourquoi le masque? Parce que Chessac, de la même manière qu'il écrivait à tout le monde et qu'en même temps il écrivait sans attendre de réponse, d'ailleurs la plupart du temps il s'en fichait, ce qui comptait pour lui c'était d'écrire, donc de s'adresser à quelqu'un. Mais comme il restait chez lui, il restait à distance. Et au fond le masque pose le même type de problème et présente les mêmes caractéristiques. C'est à la fois la capacité de se montrer, de s'exposer et de se cacher. Nous sommes dans un programme complètement chessacien. Voilà un autre type de portrait, plus doux sans doute, mais un portrait qui vient en quelque sorte intégrer un autre thème de l'œuvre chessacienne, c'est la notion d'empreinte. La notion d'empreinte est essentielle dans l'œuvre de Chessac, car Chessac est en quelque sorte à la recherche de principes de création formelle qui diffèrent des principes traditionnels du dessin par imitation ou par transposition du réel. Chessac cherche à créer des formes par d'autres principes, par d'autres voies, par d'autres moyens. Et l'un de ces principes, c'est la question de l'empreinte, c'est-à-dire une forme qui vous est donnée par la nature, qui vous est donnée par la forme d'un objet, qu'on rencontre par hasard ou qu'on choisit. Mais la forme est donnée, et c'est à partir de ce don, en quelque sorte, que l'artiste va établir un dialogue, non seulement avec la chose en question, mais va établir un dialogue avec la surface, avec les couleurs et avec la représentation, entre guillemets. Donc, cette question de l'empreinte est essentielle. Et vous allez voir que Chessac va la décliner de beaucoup de façons, et en tout cas, c'est l'occasion pour lui, non seulement en quelque sorte d'interroger la présence des objets, d'interroger la nature des objets, mais aussi d'interroger la manière dont l'artiste peut interpréter les objets. On fait une petite pause, si j'ose dire, en revenant au monde du dessin, en observant un splendide dessin qui est présent ici au musée, un dessin réalisé c'est toute une série qu'il a réalisée en décembre 1947, de grand format. Là, j'insiste sur le caractère de grand format parce que c'est plutôt un format exceptionnel chez lui. Et là, nous avons un dessin qu'il a intitulé lui-même Le Légionnaire. Le Légionnaire, c'est, comme il dit, un vaste motif décoratif. Et il dit dans la même lettre à Jean Paulhan qu'il a voulu faire voisiner le figuratif et le non-figuratif. Et voyez comme il s'y prend. Il y a un personnage à gauche avec son chapeau, comme toujours, chapeau qui est d'ailleurs animé par un autre petit personnage qui vient s'imbriquer comme une poupée russe dans cette forme, et puis cet immense pied qui sert en quelque sorte de piédestal à une autre concrétion décorative, et puis au centre, ce grand motif décoratif fait là encore du motif d'écaille et du motif triangulé dont le nom m'échappe maintenant, je devrais le savoir parce que c'est moi qui l'ai inventé, mais je l'ai oublié. Et puis en bas à droite, une autre forme qui est sans doute, enfin, selon moi je l'interprète comme tel, un lit. Le thème du lit est souvent très important chez Chessac, surtout à ses débuts. Mais moi, ce que je trouve absolument admirable dans ce genre de dessin, c'est non seulement la verve, l'aisance avec laquelle Chessac passe d'un registre à un autre, avec laquelle il traite un élément, disons, représentatif, comme ce visage un peu pathétique, et puis faire vivre tout cela dans un monde d'ornement, mais aussi c'est l'élégance chorégraphique de cet ensemble qui a l'air d'être suspendu comme ça dans l'espace,
et cette aisance spatiale justement qui caractérise si merveilleusement toute cette série des grands dessins de 47. Nous voilà dans un autre monde. Tout à l'heure, je parlais avec les buvards de l'entrée dans un monde de la matière. Et bien voilà quelque chose qui est ici une autre manière de décliner cette entrée en matière dans l'œuvre de Chessac. Ici, c'est une pierre peinte. Une pierre qui est ici datée de 40-41, mais j'en suis pas sûr. Il se peut qu'elle soit plus tardive. En tout cas, on en déduit très vite, si vous voulez, le caractère plastique. C'est-à-dire que, comme Chessac le fera par exemple dans les totems beaucoup plus tard, il utilise la forme de la pierre pour, en quelque sorte, en extraire une autre forme qui s'intègre à la première et qui, là, définit un visage. Vous voyez, l'arête du nez est soulignée par l'arête de la pierre. Il établit autour de cette arête, justement, et de ces deux plans, un visage qui vient s'équilibrer dans une expression merveilleuse, hein, bien sûr, parce que, là aussi, la dextérité de Chessac et son talent, c'est de faire croire qu'il fait ça n'importe comment, et c'est pas du tout n'importe comment, c'est quelque chose qui est guidé très intimement par son intuition visuelle et sa finesse d'expression visuelle. Et en fait, là on a une démonstration très simple, parce que vous voyez le dessin est très simple, mais en même temps c'est d'une très grande poésie. En fait, au travers de ces emprunts à la nature, parce que tout à l'heure on parlait de la notion d'empreinte, du thème de l'empreinte vu à plat, mais ces emprunts à la nature, je crois, rendent compte tout simplement du magnétisme qu'exerçait la nature sur Chessac. C'est-à-dire la nature est un répertoire de formes, la nature est un répertoire de force, la force de bourgeonnement de la nature. Nous sommes en plein printemps. Eh bien, cette force de bourgeonnement, elle a toujours été pour Chessac, qui a beaucoup utilisé cette métaphore. Elle est évidemment pour lui l'un des grands ressorts de sa création. Nous voilà maintenant devant un autre type d'objet, c'est une omoplate trouvée dans la nature au cours d'une de ses promenades, et un os qui a été peint comme une sorte de grand plumage, si vous voulez. C'est un objet qui se trouve aujourd'hui dans la collection de l'Art Brut à Lausanne, et c'est un objet très, très merveilleux aussi, très différent de la pierre qu'on a vue tout à l'heure, mais là aussi, où Chessac réunit alors à la fois un accord, une sorte d'harmonisation avec la forme naturelle de l'objet, et en même temps qui lui prête vie. On voit ce motif en haut à gauche, ce motif oculaire en quelque sorte, qui fait que cet objet est un objet à la fois mort et vivant. C'est aussi une feuille et un visage. Nous voilà avec un homme aux bras écartés de 1947. Et alors là, nous sommes à nouveau dans le monde de l'empreinte, mais nous sommes dans le monde de l'empreinte d'épluchure. Alors les épluchures, qu'est-ce que c'est? Quand vous épluchez une pomme de terre ou une aubergine, comme c'est le cas, évidemment, vous dégagez l'intérieur du légume et vous faites naître une forme, tout simplement. Et Chessac a, en quelque sorte, intégré, s'est emparé de cette forme. Alors, il compose ensuite, évidemment, parce que la notion même de figuration du personnage est toujours une clé essentielle dans son art. Il figure comme ça, comme un pantin, comme une marionnette. Il figure un personnage qu'il peint, qu'il anime, qu'il colore, mais ce personnage, au fond, c'est un personnage qui n'a pas d'existence au sens identitaire du terme, mais qui est pourtant fait de formes identifiées. Je m'explique. Quand vous faites une empreinte, quand vous délinéez une empreinte, parce que je devrais ajouter que ces empreintes chez Chessac sont des empreintes dessinées. Il dessine le contour de l'empreinte. Mais quand vous faites une empreinte de cette nature, eh bien vous faites un portrait. Car cette empreinte est définitive. Cette configuration dessinée est définitive. Elle s'apparente à un portrait identitaire. Donc c'est intéressant de voir que Chessac est capable, avec un personnage en quelque sorte anonyme, de créer par ses formes identifiées un personnage qui lui-même
porte en lui, si vous voulez, en quelque sorte, tout un héritage formel. Et puis alors, moi, je ne peux pas m'empêcher de relier cette question de la silhouette des empreintes, oui, je dis bien de la silhouette, à l'origine mythique du portrait. Vous savez que c'est Pline l'Ancien qui raconte comment une femme amoureuse de son mari qui partait à la guerre, elle s'appelait Diputade, et avant qu'il ne parte, elle l'a fait poser au soleil, le long d'un mur, et elle a pris de la craie et elle a dessiné sur le mur le profil de son amant. Et ce profil, c'est un portrait naturellement, et ce profil est en quelque sorte inscrit dans la mémoire des hommes. C'est là l'origine mythique du portrait, et c'est aussi un mythe qui démontre que toute silhouette est identifiée, si vous voulez. Et je trouve magnifique que Cheyssac ait réussi, en quelque sorte, à intégrer dans un travail qui nous paraît purement improvisé, en fait, quelque chose d'incroyablement profond. Nous voilà maintenant dans un autre monde, si j'ose dire. Nous voilà devant quelque chose qui va beaucoup compter pour Cheyssac, c'est le dialogue muet, en quelque sorte, la muette admiration qu'il avait pour Picasso. Enfin, quand je dis muette, c'est une façon de parler, parce que là, il lui écrit, justement. Il lui envoie un calligramme en forme de colimaçon, dit-on ici, mais en fait, c'est un visage. C'est un visage qui fait un clin d'œil à Picasso, puisqu'il y a un œil. Salutation respectueuse, c'est un œil. Et donc, Cheyssac fait de l'œil à Picasso, tout simplement. Et je pense que, j'en profite pour dire que l'artiste qui a compté pour Cheyssac, en dehors de certains, ça n'est pas du buffet, comme on pourrait le croire, mais c'est Picasso. Il a beaucoup regardé Picasso. Je pense qu'il a connu, par l'intermédiaire de Freundlich, qui était un grand intime de Picasso. Il a beaucoup entendu parler de Picasso toute sa vie, certainement, toute sa vie de jeune à Paris. Et Picasso est resté pour lui un objet d'étude, un objet d'interrogation, un objet aussi, parfois, bien sûr, comme on le verra, de moquerie. En tout cas, voilà que Cheyssac envoie en 1944 à Picasso le message suivant. Je vous le lis. « Monsieur, 2 nuits de suite, je vous ai vu écrire sur une sphère qu'un géant portait sur ses épaules. » La métaphore de la sphère et du géant, bien sûr, c'est Atlas, c'est à retenir. « Par discrétion, je n'ai pas lu. Ces rêves m'ont beaucoup impressionné. Signé Gaston Cheyssac, artiste peintre. » C'est une belle déclaration. C'est d'un artiste à un autre artiste. Et ça n'est pas rien pour Picasso, pour Cheyssac, qui n'était pas connu, bien entendu, de s'adresser de cette manière à ce géant, justement, qui était déjà Picasso en 1944. Mais j'espère que vous remarquerez comme moi l'extraordinaire raffinement de la disposition calligrammatique et justement cette espèce de petit clin d'œil que Cheyssac, avec toute sa finesse et son humour aussi, fait à l'égard de Picasso. Alors ce dialogue, entre guillemets, avec Picasso va se poursuivre, et notamment il se poursuivra par le fait qu'en 1947 encore, Cheyssac va réaliser une gravure et une huile sur papier d'après une œuvre fort connue à l'époque d'un portrait de Picasso, une femme assise dans un fauteuil. Il se trouve que c'est Camille, sa femme, qui ayant rapporté un jour d'une escapade à Poitiers, lui offre un album de reproduction de Picasso, et qu'à la suite, évidemment, de la réception de cet album, Cheyssac s'empare à nouveau de Picasso et réalise ici une réplique qui n'est pas respectueuse de l'original que j'aurais pu vous montrer, mais que j'ai oublié de vous montrer, du chromatisme de l'original de Picasso, mais qui en revanche réussit parfaitement non seulement à l'imiter, mais en quelque sorte à l'expliciter, et à démontrer que le portrait original de Picasso, eh bien, tout se tient non seulement dans le rapport de ce visage, si vous voulez, déconstruit, avec
cette espèce de massif sculptural que constitue le corps de la femme dans son fauteuil. Cette déconstruction du modèle, bien sûr, on peut dire que Chessac, ce principe, le partage complètement avec Picasso, qui s'est employé toute sa vie à, en quelque sorte, détruire ses modèles, si vous voulez. Chessac est beaucoup plus respectueux, il aime déconstruire, mais pour s'amuser, ou pour, au contraire, créer d'autres rapports à la question de l'émotion des expressions. Je boive un petit peu. Voilà une œuvre qui m'a beaucoup retenu dans ma fameuse monographie. C'est La Chambre aux Croix de 1948. C'est à nouveau un grand format pour Chessac, vous pouvez la voir ici au musée. Et pour moi, c'est une œuvre à clé, c'est une œuvre à la fois autobiographique, qui parle de cette fascination qu'exerce à cette époque Picasso sur Chessac, mais qui parle de beaucoup d'autres choses, et qui est peut-être une œuvre qui résume à la fois le passé de Chessac, et qui résume peut-être ou qui anticipe sur son avenir. Alors, c'est pas facile d'en parler, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à mettre au jour. Nous sommes dans une grande pièce, on peut songer tout à l'heure à la chambre de l'artiste à Saint-Rémy-de-Provence, pièce qui est en vue plongeante, avec cette dénivellation vers le fond, dont on ne sait si la grande fenêtre, ou la grande ouverture qui est devant vous, est une représentation ou un trompe-l'œil, on ne sait pas. Là, je pense que l'artiste a sciemment laissé le doute peser. Et puis on voit à gauche ce grand tableau de Picasso qui représente justement la tête de la femme assise tout à l'heure, comme un portrait de grands-parents dans une chambre de l'époque, si vous voulez, dans un ovale, et on montre là, en quelque sorte, l'ascendance à laquelle on appartient. Et puis, à droite, il y a deux échelles sur cette scène. À droite, un petit personnage qui est monté sur une échelle sur laquelle je vais revenir. Mais le premier plan est occupé par une chaise d'enfant et par une table sous laquelle on voit un petit gnome qui apparaît. Et on sait par une lettre de Chessac que Chessac se voyait dans la figure de ce petit gnome qui apparaît couché par terre à l'envers. Moi, je vois aussi dans les deux éléments circulaires de part et d'autre des choses qui anticipent un peu pour moi sur les fameuses objets, la fameuse lessiveuse par exemple du musée des Sables. Mais j'aimerais revenir sur cette scène qui apparaît sur ce fond jaspé comme un papier de tapisserie. On revient encore au mur et à la tapisserie, au motif de la tapisserie. Ce petit personnage qui regarde par cette fenêtre ronde, par cet oculus, un petit personnage chapeauté là encore, qui monte à cette échelle et au-dessus d'un élément marqué par une croix. Puis que voit-on dans cette ouverture? Eh bien, on voit deux grandes croix. L'une conçue comme un assemblage sculptural et l'autre comme un motif architectural. Et le paysage est un paysage de collines. On voit ces deux grandes croix, côte à côte, et on se demande comment interpréter cela, bien sûr. Or, il se trouve que Picasso lui-même, qui est quand même cité, qui est présent, et qui a l'air de regarder la scène d'un air tout à fait intéressé, eh bien, il se trouve qu'en 1930, Picasso a fait un tableau très impressionnant qui s'appelle La Crucifixion, dans lequel, ce tableau, eh bien, il y a deux motifs d'échelle répétés. C'est le bon samaritain qui va décrocher le corps du Christ. Et personnellement, j'aurais tendance à interpréter ce tableau, ce dessin, cette gouache, comme Chessac, monté sur cette échelle, et qui observe, au travers d'une fenêtre, bon, ça c'est quelque chose à préciser, on ne le saura sans doute jamais, qui observe ces deux croix, l'une sculpturale, l'autre plus architecturale, mais je me demande s'il ne faut pas relier l'iconographie de Picasso à celle de Chessac et faire en sorte que nous sommes là devant une sorte d'allégorie de la passion de l'artiste. Nous savons que pour Picasso, la représentation de sa crucifixion en 1930 a été conçue par lui comme un aveu de la difficulté à réaliser une œuvre. Et je me demande s'il ne faut pas avoir absolument la même chose ici dans cette extraordinaire et complexe gouache de Chessac qui confine sans doute dans l'œuvre de Chessac un des moments les plus denses, si vous voulez, c'est-à-dire le monde de l'enfance qui est au sol,
le monde des adultes et de la sphère artistique qui est à gauche, et l'avenir, en quelque sorte, qui se dessine, un avenir qui est forcément douloureux, même s'il passe par quelque chose qui est de l'ordre de la contemplation. Donc je crois que cette œuvre est extrêmement complexe et dense, mais elle est d'une richesse certainement essentielle. Nous voilà maintenant devant une lettre à Jacques Serpe, une lettre qui est un tableau qui appartient aux collections du musée du Petit Palais à Genève, et un tableau qui appartient, une lettre pardon, qui appartient à une série de tableaux que j'appelle les tableaux lettres, dont Chessac a réalisé plusieurs exemplaires dans les années 52, 50-52, où se trouve, alors là, résumé d'une autre manière, la problématique de l'équivalence, ou en tout cas du jeu, du parallélisme entre écriture et peinture dans l'œuvre de Chessac. Nous avons là une lettre à un certain Jacques Serpe, qui est en quelque sorte enchâssée dans une peinture abstraite, une peinture qui répète quand même un motif intéressant, puisque c'est un motif d'inclusion, en quelque sorte d'un élément pointu dans quelque chose qui est une matrice. Là, on pourrait faire allusion aussi à l'érotisme sous-jacent dans l'œuvre de Chessac. Et il y a là, si vous voulez, une façon de mettre en quelque sorte l'écrit, le texte, dans un noyau, c'est-à-dire de voir comment on fait fructifier en quelque sorte l'écrit. Je crois aussi cette série des tableaux-lettres est magnifique, hein, il y en a ici et là, mais je crois que celle-ci a quelque chose d'assez dense aussi, c'est pourquoi je voulais vous la montrer. Et puis, toujours dans ce dialogue extraordinaire qu'il y a dans l'œuvre de Chessac entre l'écrit et le peint, l'écrit et le dessin, l'écriture, la graphie et le dessin, enfin, etc., on pourrait décliner à l'infini cette relation. Voilà une autre œuvre magnifique de 1950, qui n'est pas un simple dessin, mais qui est un cahier sur papier craft, qui appartient aux collections du Musée de l'Art Brut à Lausanne, série dont le Musée des Sables a édité il y a quelques années un facsimilé d'une autre nature, enfin disons d'un autre élément de cette série. Il existe plusieurs cahiers sur papier craft, et pour moi, ce sont aussi, comme les buvards, comme toutes les œuvres qu'on vient de voir, qui sont des œuvres évidemment un peu choisies par moi, il s'agit là je dirais de la part de Chessac, de toucher, d'atteindre en quelque sorte à l'intimité de ce dialogue qu'il a voulu entre la graphie, au travers de la graphie, pardon, entre l'écrit et le dessin, entre l'écrit et le peint. Dubuffet, qui n'était pas fou et qui aimait beaucoup Chessac, et qui a développé une amitié avec lui au travers d'une correspondance très extraordinaire qu'il faut lire. Dubuffet qui a voulu, à une époque, enrégimenter, en quelque sorte, entre guillemets, Chessac dans son art brut, mais il n'y est pas parvenu. Et dès le départ, Chessac n'a jamais été dupe de cet enrôlement. Néanmoins, Dubuffet disait de cette œuvre, de ce cahier, dont j'ai oublié les conditions d'acquisition, c'est une œuvre extraordinaire. Elle a été donnée, oui. À Dubuffet, oui. C'est une œuvre extraordinaire. Je mets cet ouvrage sur le plan des œuvres les plus précieuses que je connaisse au monde. Venant de la part de Dubuffet, c'est pas rien comme compliment. Parce que Dubuffet, qui est un stratège infernal et démoniaque dans une certaine mesure, d'avoir en quelque sorte la modestie et peut-être l'orgueil de dire cela parce qu'il pensait avoir découvert Chessac, c'est quelque chose de très important. Et je crois qu'effectivement la série de ces cahiers sur papier craft est extrêmement et sans doute l'une des clés de l'œuvre de Chessac. Alors on pourrait parler pendant des heures sur une œuvre de cette nature et puis parler de cette rencontre entre dessin et écriture. Il y a là quelque chose aussi qui parle de la communauté entre la graphie du dessin et de l'écriture, en quoi l'écriture est un dessin, en quoi le dessin est toujours une écriture. Mais il y a aussi autre chose, c'est-à-dire il y a l'idée qu'à un moment donné, ce qui compte, c'est finalement, c'est la graphie qui l'emporte. Et que l'exercice visuel de regarder un tel dessin s'apparente lui-même
à un dessin et à une graphie. Parce que ce que vous voyez ici, qui fait la différence avec beaucoup d'autres choses contemporaines, c'est que Chesak s'est employé à décrire, enfin à écrire son texte en forçant le lecteur à faire pivoter la feuille pour le lire. Cette action, cet acte très humble en apparence, est tout à fait fondamental et donne une dimension à ses œuvres qui est tout à fait exceptionnelle. Nous voilà chez Louis Penaud aux Lambardières, dans une ferme voisine des Chesak à Sainte-Florence. Tout à l'heure, j'ai dit que souvent les formats de Chesak étaient plutôt des formats modestes, mais il lui est arrivé d'aborder les grands formats. Et dans cette série des peintures sur des portes de placard de la maison de Louis Penaud aux Lambardières, nous avons la démonstration de l'aisance avec laquelle Chesak peut aborder les grands formats et s'attaquer en quelque sorte à la peinture murale. Vous connaissez maintenant l'importance pour moi de la notion murale, que j'ai peut-être pas suffisamment développée, puisqu'il faudrait parler des géants de murailles, il faudrait parler des essais de Chesak sur les murs. Mais là, nous avons une démonstration tout à fait impressionnante d'une peinture qui est en quelque sorte s'attaque à la question de la monumentalité. Alors, bien sûr, là, c'est assez difficile de décrypter le sens exact de ces deux personnages, mais on peut remarquer qu'il y a un personnage féminin à droite, chapeauté, femme aux beaux yeux bleus, un personnage à gauche qui est plutôt masculin, chapeauté lui aussi avec une sorte de bonnet, et avec l'apparition d'une forme serpentine qui observe avec admiration peut-être, ou autre chose, ou peut-être convoitise, cette figure féminine à droite. Et puis, tout à l'heure, je parlais d'un certain fétichisme, ou du rapport aux vêtements chez Chesak. Voilà une bottine qui est en bas, qui attend patiemment d'être interprétée par nous, et puis une signature à droite en bas, Chesak Gaston, dans une sorte de configuration à la fois abstraite et avec ses fonds tachés comme aimait faire Chesak. La présentation générale, la composition générale de l'œuvre est facile. Hein. Il y a à la fois un motif de croix donné par les montants du placard et un motif, je dirais, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais là je pense que les couleurs sont très affadies. Oui, malheureusement. Non, les couleurs vous donneraient un motif en X qui va du visage de la femme à la bottine, et puis inversement des couleurs plus rabattues et plus sombres dans la partie supérieure gauche et inférieure droite. Voilà un autre chef-d'œuvre de Chesak sur une grande peinture sur un dessus de table mise au rencard, mise au rebut. On ne sait pas. Bon. C'est la table sur laquelle il a commencé son travail de cordonnier, c'est sa table, et qui est devenue après la table où on mettait la bassine pour faire la vaisselle. Voilà, bon. Donc elle était bien polie. Elle était polie, elle avait une belle histoire aussi. Oui, elle a une belle histoire. Et donc cette grande peinture de 1959, qui est au musée des Beaux-Arts de Nantes, eh bien, nous montre en fait, c'est une sorte de triptyque en trois parties, hein. À droite un panneau avec une sorte d'oiseau qui a l'air d'atterrir, au centre un motif cruciforme, enfin disons un motif, une sorte de mise en espace, si vous voulez, d'une croix, et puis un personnage qui nous regarde, ce personnage ébaubi à gauche. Alors voilà une manière la manière de faire de Chesak, c'est-à-dire cette manière de détourner un objet usuel, courant, abandonné, et de le transfigurer par l'exercice et par la magie de la peinture. Alors voilà une pièce que j'aime beaucoup, qui est la lessiveuse du musée, ici du musée des Sables. Malheureusement, vous voyez mal les couleurs, il faudrait... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là. Il m'arrive aussi d'être un peu magicien.
Bon. On va tout recommencer, effectivement. En tout cas, voilà un objet, une fois encore, comme la table de tout à l'heure. Voilà un dessus de lessiveuse, laissé à l'abandon, laissé pour compte. Oh, mais là, dites donc, il y a des ondes extraordinaires. Réanimé en quelque sorte par le génie de l'artiste. Et cette pièce qui est rentrée au musée il y a assez longtemps maintenant, elle participe toujours de cette question de la recherche de formes à tout prix, de formes insolites, de formes engendrées parfois le hasard. Quand vous allez quand vous vous promenez dans la campagne ou dans une forêt ou dans un champ et que vous tombez nez à nez avec cet objet, vous n'avez pas idée de le... Il a été morcelé par papa, hein? Ah, il était morcelé, hein. Je croyais qu'il était complètement... oui, je vois, vous avez oublié ce détail. Bon, en tout cas... Il mettait de l'énergie. Oui, alors, ça va dans le sens de ce que j'allais dire, c'est-à-dire c'est à la fois un dialogue avec un objet préconçu en quelque sorte, mais c'est aussi un jeu entre la couleur, la peinture et la sculpture. Parce que pour moi, ces objets de Chessac, à partir des années 50, ça parle de ce qui fait d'ailleurs un des traits de la modernité au XXe siècle, c'est-à-dire, tiens, mon Dieu, c'est très curieux, ça parle comment dire, du jeu qui s'opère entre le sculpté et le peint. C'est-à-dire le peint, l'objet peint, la peinture emprunte ses effets à la sculpture, et la sculpture emprunte ses effets à la peinture en permanence. Et Chessac n'a pas manqué, lui, d'une manière pas du tout théorique, mais d'une manière intuitive, évidemment, de s'approprier les choses et de réinterpréter le réel de cette manière. Nous entrons maintenant dans le monde du collage. Tout à l'heure, c'est une notion qu'on a fait apparaître au moment de la vue de la chambre de l'artiste à Saint-Rémy. L'importance des papiers de tapisserie, le fait qu'un papier pouvant se décoller pouvait servir lui aussi de forme à interpréter pour l'artiste. Nous voilà devant la Joconde de 1955. Alors, clin d'œil à la fois à Marcel Duchamp, bien sûr, et à sa Joconde avec la moustache, mais clin d'œil aussi à Dali et avec sa fameuse moustache de l'époque. Donc là, on est dans la notion de papier déchiré qui compose une texture nouvelle. Je dis bien déchiré, je souligne déchiré, parce que nous ne sommes pas dans ce que nous verrons plus tard, dans l'imbrication de papiers déchirés, mais nous sommes dans des papiers déchirés qui se superposent les uns aux autres de manière à créer une texture nouvelle. Nous voilà devant aussi un merveilleux collage de 53, un collage intitulé Composition gauloise. Nous avons là encore la question du papier déchiré qui vient du début du siècle et des travaux de Miro, des travaux de Schwitters, bien sûr, mais nous sommes là dans quelque chose qui joue davantage avec la peinture du fait du chromatisme. Il y a là un chromatisme entre les bleus, les jaunes, les rouges et les verts, une extraordinaire délicatesse, et qui fait penser que peut-être, et j'en reviens toujours à ce séjour à Saint-Rémy de Provence, que Chessac a pu voir des reproductions à l'époque de Matisse et qu'il l'aurait en quelque sorte voulu ici, au moment d'ailleurs où Matisse fait carrément ses papiers découpés, aurait voulu évoquer en quelque sorte cette manière d'envisager le rapport entre le papier, le collage et la couleur. Et puis il y a aussi là toujours ces inclusions de typographie publicitaire qui sont très importantes dans l'œuvre de Chessac, mais qui justement sont aussi des éléments qui annoncent en quelque sorte la manière dont Chessac annonce tout à fait l'évolution de l'art qui lui est contemporain. Nous sommes là à partir de la fin des années 50 avec des œuvres qui montrent une très grande maturité plastique. Là, c'est un portrait de dame, la belle dame Violette qui est au musée de Grenoble. Vous voyez l'extraordinaire facilité avec laquelle Chessac sort des sentiers battus sur le plan chromatique
et profère des audaces qui sont tout à fait extraordinaires. Un autre type de personnage, là qui est au musée des Beaux-Arts de Nantes, nous sommes en 59, c'est un personnage qui appartient davantage au monde du dessin, mais voyez la dextérité encore avec laquelle, tout à l'heure je parlais des emprunts du dessin et de la peinture avec la sculpture, voyez le caractère sculptural très, très monumental de cette figure, pour qui devrait pourtant, si elle était faite par quelqu'un qui n'était pas doué, apparaître comme un peu, comment dire, un peu de guingois. Voilà encore un très, très bel exemple de ce dialogue entre peinture et sculpture dans le Baratin Lourdes de 60, qui est un merveilleux assemblage de tôles peintes avec ce chromatisme incroyablement délicat entre le caractère argenté de certains tons et puis ce visage qui se détache et puis ce contrepoint entre cerne et couleur. Nous voilà aussi devant une œuvre qui annonce en quelque sorte les fameux totems qui vont en quelque sorte être l'un des points d'orgue de l'œuvre de Chessac dans les années 60. Voilà un gisant qui est encore un assemblage de bois peint, mais un assemblage qui simule en fait un gisant, effectivement, avec ce livre d'heures que le gisant tient dans ses mains. Et puis voilà un portrait d'Iris Clerc. Iris Clerc qui a été une célèbre galeriste de Paris, qui a exposé Chessac vers la fin de sa vie, et dont Chessac avait produit un portrait qui ne lui plaisait pas. Et Chessac, pour un peu se venger sans doute, a fait d'elle un deuxième portrait, qui est au musée de Cologne, musée Ludwig, est un portrait un peu de guingois, où on voit un long personnage qui, en quelque sorte, ne tient pas tellement la route, si je veux dire. Voilà un personnage que vous connaissez bien, c'est le fameux Anatole du musée. Et je m'empresse de dire que là, nous touchons un peu à la fin de mon exposé, mais ce qui est très intéressant dans ces totems, qui parlent du mot de totem, hein, il y a un rapport au primitivisme naturellement, mais ce qui est magnifique dans ces totems, c'est toujours cette capacité de Chessac à réutiliser, à réinterpréter et à s'emparer d'une forme prédéterminée. Là, les formes prédéterminées, ce sont des planches de Syrie, et Chessac en fait des personnages. Il faut regarder une série de totems pour comprendre la dextérité avec laquelle Chessac se sort justement de cet exercice difficile. Voilà un autre collage de 63. Nous sommes là maintenant, nous arrivons un peu vers la fin de sa production. Un personnage un collage qui confronte un visage graphiqué, si je veux dire, et toujours l'inclusion au centre d'un élément de publicité, ou sans doute là d'ailleurs plutôt d'un découpage dans une revue. Et alors, ce qui est intéressant là dans ce carrousel, c'est que nous voyons apparaître ce qui va marquer la fin de l'œuvre de Chessac, c'est-à-dire ce caractère d'imbrication fait à partir d'éléments de papier et de tapisserie. Je vais y revenir. À la fin de sa vie, Chessac va quitter Sainte-Florence parce que c'est là Camille Chessac prend sa retraite, elle va se retirer à Vix, et dans la maison qu'il possédait ou qu'elle possédait à Vix, il y a des travaux qui sont à prévoir, et du même coup des travaux de tapisserie. Et à un moment donné, un tapissier, enfin disons un peintre du coin, donne à Chessac des gros albums, comme on le faisait autrefois, pour choisir des papiers de tapisserie, et Chessac va en faire évidemment un matériau absolument privilégié pour s'adonner à une série de collages extraordinairement brillants, si j'ose dire, sur le plan plastique, mais aussi passionnants sur le plan de la conception, parce que Chessac, grâce à ces collages, va travailler non seulement sur la question de l'imbrication des formes, mais va réinstaurer, je dirais, la question de la muralité. Il fait de ces collages quelque chose qui s'apparente davantage, je dirais, au monde du parement, du mur, que du monde de la peinture. Il y a évidemment un jeu extraordinairement subtil entre la forme du fragment qui est en quelque sorte intégré dans la composition, cette forme dépendant à la fois de la texture du fragment, des motifs que ce fragment peut porter, comme c'est le cas ici de ces fausses toiles de Jouy,
et tout ça crépite, si vous voulez, d'une manière très musicale, et crée une ambiance visuelle tout à fait extraordinaire. Et puis là, j'ai mis, pour terminer cet exposé, une œuvre de 64, l'année où Gaston Chessac est décédé, où les cernes ont disparu, où surtout la notion je dirais, de couleur est en quelque sorte dramatisée par la présence du fond noir. On ne sait, c'est difficile d'interpréter ce fond noir. Est-ce qu'il faut y voir un signe prémonitoire ou au contraire la recherche par Chessac d'une autre théâtralisation de la peinture et de la couleur et des imbrications. En tout cas, voilà un personnage qui a 3 têtes. Une tête humaine, si je veux dire, une tête un peu chessakienne et puis une tête plus animalière. Et c'est en tout cas sur des œuvres de ce caractère que l'œuvre de Chessac va prendre fin. Alors, au travers de toutes ces images que je vous ai présentées, je crois il y a la leçon à retenir, vous l'avez certainement senti en cours de route, c'est que l'artiste, comme le spectateur, doit se défaire de toutes les idées reçues. L'art n'est pas qu'un phénomène d'imitation, naturellement, c'est un jeu, c'est une manière d'appréhender le monde, et ce que j'aime dans l'œuvre de Chessac, qui est un être qui, comme vous l'avez senti, a sa part de souffrance, naturellement, et dont l'œuvre souvent traduit sa détresse et sa solitude, mais le message final est un message euphorique. C'est un message très précieux, je crois, pour chacun d'entre nous. Chessac nous demande à notre tour d'être des artistes et de savoir créer comme il le faut, quand il faut, avec nos moyens. Voilà.